Vous écoutez un balado. Ici Radio-Canada Première. Cette semaine, Kevin nous aide à comprendre la discrimination positive. Ça doit être une bonne chose, il y a le mot positif dedans. Eugénie nous aide à comprendre qui est Doug Ford et moi, je vérifie si le Saguenay est consanguin. Bienvenue à Si j'ai bien compris, épisode 6. Alors, bonjour à vous deux, Eugénie Lépine-Blondeau et Kevin Breton qui m'accompagnent aujourd'hui. Bonjour! Allô, Louis. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, alors je répète rapidement le concept. Chaque semaine, mes collaborateurs viennent nous aider à comprendre deux nouvelles ayant marqué la semaine. On revient à la base parce que on assume qu'on n'est pas des experts. Personne ici est expert dans ces deux nouvelles-là. Pas Juste. nécessairement. Non, mais peut-être vous êtes... Je vous ai jamais demandé, mais est-ce que vous êtes expert dans quelque chose? Vous considérez-vous expert en Ça quelque va pas chose? t'intéresser, mais moi, je suis clairement un expert en hockey. Ouais. Je sais que c'est pas ton champ de prédilection. Puis je commence à avoir une bonne base en ascenseur aussi, Ah. vu que je les emprunte chaque jour de ma vie depuis ma naissance. Oui, il faut dire que je sais pas comment dire. Tout ça a un handicap. Oui. Les gens à l'audio, ils s'en rendront Ouais, pas compte c'est parce ça. que. Ben, je suis en fauteuil roulant. Ben moi, je dirais, est-ce que tu les trouves belles, les 3 stations de métro qui ont des ascenseurs? Hey, on est rendu à 13 présentement. Ouais. Mais moi, je trouve ça drôle parce que Eugénie est avec nous aujourd'hui. Puis Eugénie, était à CISM. Je sais pas si tu es Oui, encore. Puis tout à fait, je suis encore. les premières fois que j'allais à CISM, premièrement, il n'y a pas de station de métro accessible dans le coin. Et en plus, pendant longtemps, CISM est en rénovation. Donc, à chaque fois que j'y allais, les animateurs me descendaient dans les escaliers pour pouvoir me rendre dans les studios. Des fois, je trouve que la rampe d'accès est raide pour rentrer à Radio-Canada. Là, mais là, chez CISM, c'est une autre paire de manches. On a amélioré nos Depuis- installations depuis. Oui. Depuis, Ouais. c'est formidable. Je suis retourné. Magnifique studio accessible. Bon, ben tant mieux. Il y a il y a des choses qui vont bien dans la société. Merci de les souligner. Ça fait plaisir. mais toi, Eugénie, est-ce que tu es experte en quelque chose? Experte, à part en Céline, peut-être. Pour de vrai? Céline Dion. Ah, ouais. Une grosse fan de Céline Très Dion. grande fan de Céline, ouais. J'aime beaucoup Friends aussi. J'ai dû revoir les épisodes à Ah peu oui, près. cette émission homophobe et sexiste. Mais là, c'est ça, là, je sais qu'il faut que je faut que je réévalue Réévalue. tout ça. Oui, Merci. c'est vrai les que ça a mal milléniaux parce vieilli. que j'avais Ouais. non mais j'avais vu cet article-là Ouais. qui parlait de les milléniaux au découvert sur Netflix, la série Friends, qui aurait un peu mal vieilli parce que les années 90, on se souvient, tout le monde était raciste et sexiste. Ça reste une comédie, ça reste très léger. Là. Moi, je suis un bon public pour ce genre d'affaires-là. Alors merci à vous deux d'être là et ça va nous permettre de plonger immédiatement dans l'actualité. On commence ça. Alors, j'avais déjà effleuré le sujet la semaine dernière, celui de la parité homme-femme dans les festivals de musique. Ça fait encore jaser cette semaine à cause d'une entrevue accordée entre autres par le chanteur Louis-Jean Cormier dans la presse samedi dernier. Avant d'en parler, allons écouter ce que les gens en pensent. C'est notre réalisateur, André Martineau, qui est allé leur poser la question. Et en passant, c'est lui qui m'a écrit cette présentation-là pour ce segment-là. C'est bien écrit. C'est notre réalisateur, André Martineau, qui est allé leur poser la question parce qu'il voulait s'introduire dans notre podcast. Allons écouter ça. Il y a des festivals un peu partout dans le monde qui se sont engagés à devenir paritaires, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir autant de femmes que d'hommes sur scène d'ici 4 ans. Selon vous, est-ce que ce genre de mesures-là, de quotas, peuvent faire vraiment une différence? Ben, je sais pas si c'est une raison valable. Je suis tout pour écouter des bands féminins. Peut-être que genre 50%, c'est une manière un petit peu, je sais pas, rude de le faire, trop direct. Quand tu te rends compte que les hommes ils ont été à la tête pas mal souvent de bien des affaires pour ci, pour ça, puis on a carrément oublié les femmes. Je pense que c'est pareil, s'il y a plus de femmes que d'hommes ou plus d'hommes que de femmes. Je pense que c'est pas nécessaire. Tu sais, genre, je vois un peu passer, mettons, le fil de l'actualité sur mes réseaux sociaux en ce moment. Mettons, Chiaga ou, mettons, Festival d'été de Québec, ils vont toujours être « Ah, qu'est-ce que ça vous tente d'avoir dans les années prochaines? » Fait qu'ils vont peut-être plus aussi avec ce que les gens ils demandent. Je pense pas qu'il y ait de sexisme ou qu'ils ont peut-être voulu mettre les femmes de côté. Faudrait même que moi, je regarde, est-ce que j'écoute plus de bands de gars que de bands de filles?
Alors, c'est Kevin qui va nous en parler, mais Eugénie a pris des notes pendant le Vox Pop. Je l'ai vu opiner et hocher de la tête. Alors, Kevin, qu'est-ce qui s'est passé avec Louis-Jean Cormier et Michel Mambara aussi, qui s'est inclus dans ce débat-là en début de semaine? Oui, donc tout a commencé avec une entrevue à la presse dans laquelle Louis-Jean Cormier était invité à se prononcer sur différents enjeux concernant l'industrie musicale et il s'est notamment dit d'abord contre la parité homme-femme dans les festivals. Il s'est rétracté le lendemain. Le sujet de la diversité est revenu, comme tu l'as dit, quelques jours après seulement, puisque l'humoriste Michel Mambara a reproché à Xavier Dolan spécifiquement de ne pas inclure de personnages noirs et ni d'acteurs noirs dans ses films, ce qui en est suivi d'un taux ou d'une tonne de réactions de gens d'un peu partout, des commentateurs, des monsieur, madame, tout le monde, qui se sont prononcés soit pour ou contre la discrimination positive, parce que c'est bien de ce qui est question. On peut appeler ça un quota ou la parité. Mais là. comme on est à l'époque moderne, ils se sont surtout prononcés. Oui, disons que les gens se sont prononcés avant de s'informer. Fait que je vais vous expliquer d'abord c'est quoi la discrimination positive, ou faire un petit retour historique. Il faut préciser que la discrimination positive, c'est un ensemble de mesures d'équité qui vise à favoriser l'égalité des chances pour les personnes qui sont sous-représentées au sein d'une entreprise, d'une société, d'une collectivité. La discrimination positive, en fait, c'est une manière de faire en sorte que les personnes auront les mêmes chances d'obtenir soit un prix, un emploi ou une promotion dans un système qui est conçu pour favoriser la majorité. Hein, c'est plus facile de faire sa place dans un monde de blancs quand on est une personne blanche. Oui, et c'est pas des attaques, c'est pas nécessairement dire que les gens sont racistes ou sexistes, mais effectivement, tout ce que les sciences sociales nous disent, c'est qu'on a tendance à engager des gens qui nous ressemblent. Donc, si les gens au pouvoir, à cause d'un contexte historique, de plein de facteurs, sont des gens, par exemple, hommes blancs hétéros, comme moi, fort musclés, grands et avec un joli minois, on va engager des gens qui nous ressemblent naturellement. C'est un biais qui est chez tous les humains. Un bien inconscient, oui. Un bien inconscient. Très exact. Puis ça, on veut pas ça parce qu'on veut que nos sociétés d'État, que nos festivals représentent la société qui est de plus en plus multiculturelle. Et dans la tête de la population, souvent, puis je peux pas lui en vouloir parce que moi-même, avant de faire les recherches, j'étais pas sûr exactement c'est quoi un quota. Mais dans la tête de bien des gens, un quota, c'est il faut un minimum de 6 handicapés dans telle entreprise. Il faut 50% de femmes dans les festivals. Alors qu'en vérité, on devrait plus parler d'objectifs ou de cibles parce que c'est plus ça que les entreprises vers quoi les entreprises tendent, et ça peut aussi être des moyens, comme une bourse qui est remise à des journalistes de peuples autochtones, comme il y a ici à Radio-Canada. C'est spécifiquement pour les Premières Nations, ou encore des visites accentuées dans des salons pour recruter des employés avec un handicap. Ce serait une autre méthode de discrimination positive. C'est favoriser l'intégration de ces gens-là dans le milieu de travail. C'est pas nécessairement au détriment des autres. Parce qu'on on marche sur des œufs. On est conscient qu'il y a une partie de la population en ce moment qui est pourtant majoritaire et favorisée en théorie, qui se sent laissée pour compte. Alors, c'est important de ne pas opposer nécessairement ces mesures-là. Ça se fait pas nécessairement au détriment de quelqu'un. Parce que j'avais déjà lu un terme que j'aimais bien sur le zero-sum game, un jeu à somme nulle. C'est qu'il y a des gens qui s'imaginent que si on aide des gens, c'est qu'on n'en aide pas d'autres ou qu'on enlève nécessairement quelque chose à d'autres. Mais ça peut être juste égaliser les chances. Tout à fait, ouais, c'est bien dit. Puis, merci. On est capable de faire des bonnes choses, nous, les hommes blancs hétéros, très compétents. C'est bon pour vous auto-congratuler. Bon, je pense que... Puis ça date pas d'hier, là, ça date de 1960. C'était pendant la lutte aux droits civiques aux États-Unis. C'est John F. Kennedy, je savais pas, qui avait signé un décret demandant aux entreprises d'entreprendre des actions pour assurer l'égalité à l'embauche. Au début, on parlait pas encore d'objectifs. Puis c'est sous Nixon qu'on a commencé à inclure des objectifs. Et en 1967, on a élargi la définition pour inclure le sexe. Au Canada, ça a fait jaser tout de suite après. Et au début des années 2000, il y a eu l'instauration officielle d'une loi fédérale sur l'emploi dans la fonction publique. Donc, c'est un des exemples d'endroits où il y a de la discrimination positive. Est-ce que c'est le terme qu'on utilise? Je ne sais pas si... Ça doit être écrit d'une autre façon. En anglais, on utilise... aux États-Unis, c'est affirmative action qu'on utilise. Ici, on le traduit un peu par discrimination positive. Mais comme j'ai dit, ça prend plusieurs formes. Puis oui, c'est un exemple. Un autre exemple qu'on pourrait soulever, c'est quand Justin Trudeau a présenté un cabinet ministériel avec autant de femmes que d'hommes. Ou un autre exemple qui vient peut-être pas immédiatement en tête, c'est lors de la cérémonie des Oscars avec le mouvement Oscars So White. Alors qu'on a dit, en fait, on devrait favoriser, entreprendre des actions pour faire en sorte que les gens qui votent pour les films en lice soient pas 91% des hommes et 75% des personnes blanches, comme c'est le cas en ce moment. Et parfois assez âgés aussi. Et ça, c'est un exemple de
de discrimination systémique ou ça, en fait, c'est plutôt un exemple comme quoi le statu quo va favoriser le statu quo. C'est le meilleur exemple parce que une fois que tu obtiens le droit de voter, ben, c'est un droit que tu obtiens à vie. Même si tu n'as pas fait de film pendant 10-15 ans, tu vas toujours conserver ce privilège-là. Et les hommes blancs hétéros, ça vit vieux, Ça ces vit longtemps. gens-là! Donc, l'Académie s'est engagée à mieux représenter la société. D'ici 2020, il veut doubler la présence de femmes et de minorités visibles. Puis on a déjà ressenti un peu les effets positifs de cette prise de conscience. Aux derniers Oscars, le film Get Out a remporté le prix pour le meilleur scénario original. OK. Alors, mais moi je suis vendu, j'y crois. Pas assez pour céder ma place à un de vous deux, là, quand même, là, mais... Je suis une minorité visible. aussi, là. mais je comprends. Alors, je me demande juste, quels sont les arguments contre? Ben, première chose qu'il faut dire, c'est que c'est pas certain si ces objectifs-là engendrent vraiment des bénéfices. Il y a une étude du New York Times qui révélait que la présence d'étudiants noirs puis hispaniques dans les universités n'avait pas augmenté malgré des années de politiques de discrimination positive ou d'affirmative action. Un autre argument fort qui est revenu dans l'actualité, c'est que les détracteurs vont dire qu'il faut voir le talent avant de voir la race, avant de voir le sexe. Donc, on va dire, nous, on n'embauche pas pour avoir une femme, on embauche pour avoir la meilleure personne compétente. Puis ça, souvent, c'est un argument qui fait sciller des oreilles à bien des personnes. En fait, non, ce que j'allais dire, c'est parce qu'on parle beaucoup de quotas, mais ce dont on devrait parler le plus, c'est les mécanismes derrière ça. C'est vraiment de se demander comment on passe des auditions, comment on évalue les critères, comment... Tu sais, c'est pas nécessairement de dire on veut 50% de musiciennes dans les festivals l'an prochain. Mais c'est comme d'ouvrir nos œillères aussi, tu sais, puis dire, OK, est-ce que c'est vrai que parce que je me dis que je veux plus de talent, ça veut dire que les femmes qui sont devant moi en ont pas? Ben, je pense que c'est là où on peut introduire l'idée du bien conscient puis de faire un petit examen de conscience. Parce que moi, personnellement, je suis plus un partisan d'éliminer les obstacles systémiques que d'imposer des quotas ou des objectifs. Je pense qu'il faut se questionner parce que c'est un cercle vicieux. Souvent, les réalisateurs vont nous dire des personnes noires ou il y a moins de noirs, il y a moins de personnes handicapées qui sortent des écoles. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, oui. Mais si on les encourage pas, ils vont pas se retrouver en position de pouvoir obtenir des rôles. Et l'exemple est très frappant dans le cas des personnes handicapées. C'est vraiment l'exemple le plus révélateur des obstacles systémiques parce que souvent dans les écoles de théâtre, il va carrément avoir des escaliers puis les personnes handicapées ne pourront pas entrer. Donc, si tu peux pas te former pour obtenir le métier, ça va être difficile ensuite. Donc, faut s'attaquer. C'est assez flagrant, hein? Oui, c'est assez flagrant comme exemple. Puis ça, c'est l'exemple du handicap. C'est une authenticité que je pense que les réalisateurs peuvent utiliser et mettre à profit de leur film parce que, souvent, on se dit qu'il faut... Un autre argument fort, c'est qu'il faut respecter l'intégrité des cinéastes parce que eux, s'ils veulent parler de leur réalité qu'ils connaissent bien, de banlieue ethnocentrée blanche, ça va être difficile de juste placer une personne noire pour être dans le décor, tu sais. Mais il reste après ça que si on inclut des personnes noires ou des personnes handicapées, il y a la question d'aller embaucher des personnes qui connaissent bien cette réalité-là. Ça va empêcher d'avoir des espèces d'absurdités dans des films où on met un acteur non handicapé dans un fauteuil roulant qui a été emprunté dans une pharmacie. Puis moi, à chaque fois que je vois ça, ça me choque. Ou encore voir un acteur handicapé qui est paraplégique depuis 15 ans, mais qui a d'énormes mollets, alors que c'est un muscle qui s'atrophie. Donc, en tassant l'expertise du handicap, on nuit inconsciemment à la crédibilité d'un film aussi. Là. Merci Kevin, c'est très gentil. Citer Michel Terrien en terminant, qui Oui. nous parlait de son alignement au hockey. Oui. Puis pour nous dire, pour avoir un bon line-up aux Canadiens, là, c'est comme une salade de fruits. Il faut pas juste avoir des cerises, il faut aussi avoir des melons, il faut aussi avoir des raisins. Puis je trouve que cette philosophie-là, on peut l'appliquer dans bien d'autres domaines que celui du hockey. Alors, merci, mon raisin. Non, parce que je voulais terminer en disant qu'un de vous deux ici est ici à cause de la discrimination positive. Je vous laisse deviner lequel. Merci tout le monde. Alors, deuxième sujet aujourd'hui. Vous vous souvenez de Rob Ford, l'ancien maire de Toronto, dont on avait découvert après son élection qu'il était, entre autres, un consommateur de crack. Rob Ford est maintenant décédé en 2016 à l'âge de seulement 46 ans parce que, oui, les enfants, le crack ne fait pas partie du régime alimentaire équilibré canadien. Eh bien, Rob a un frère, Doug. Et Doug a fait parler de lui cette semaine parce qu'il vient de remporter la course à la chefferie du Parti conservateur d'Ontario. Allons d'ailleurs écouter un extrait de son discours de victoire. And the winner of 2018 BC Party leadership and the next Premier of Ontario is Doug Ford. Tonight, we took the first step in defeating Kathleen Wynne. The people of Ontario
want the Ontario Liberals gone. And they deserve nothing less. Oui, on est en train de se dire que même nous qui se demandons comment prononcer Ontario en anglais, ben, les anglophones aussi Ils ont de la n'ont pas l'air misère. sûrs. Ils prononcent Toronto Trana. Je sais pas Toronto. comment on arrive Trana. là, mais on dit Trana. Trana. Trana, on Non, dirait une Toronto. danse. Alors, ben, Sur Eugénie, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en Ontario pour qu'on en parle autant? Et oui, Louis, comme Jay-Z et Beyoncé ont annoncé leur On the Run 2, l'Ontario nous offre Four Nation 2 également. J'ai aucune idée de ce dont vous venez de parler. C'est dommage, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont l'apprécier. Probablement. Donc, il y a eu une course à la chefferie du Parti progressiste conservateur de l'Ontario à 3 mois des élections provinciales. Vous vous en doutez bien, Louis, c'est pas chose commune de faire Et une élection. C'est pas normal. Non, c'est ça. C'est particulier parce que avant tout ça, en fait, le PPCO, là, on va dire ça pour être plus rapide, donc Parti progressiste conservateur de l'Ontario, était pressenti pour battre vraiment là, hautement, haut la main, là, les libéraux de Kathleen Wynne, et qui est présentement la PM la plus impopulaire au Canada. Eh mon Dieu, moins aimé Ouais. que le nôtre. Moi, que oui, Couillard. vraiment, là, vraiment, de tous les PM possibles provinciaux et Justin Trudeau. Et là, il s'est passé quelque chose il y a quelques semaines. Qui a provoqué tout ça, effectivement. Et c'est qu'en fait, il y avait un chef à la tête du Mhm. PPCO. C'était Patrick Brown, un avocat et homme politique canadien de 39 ans. Quand même une star montante, je dirais, des partis conservateurs. Et là, le 24 janvier dernier, CTV a fait état d'allégations d'inconduite sexuelle quand il était député à Ottawa. Donc, c'est une histoire qui serait passée en 2006 et 2015. On n'a pas les détails. Ça n'a pas été vérifié non plus par la presse canadienne ou d'autres organes Mais de presse. ça a été suffisant pour qu'il annonce sa démission. Ben, il y a eu quelques tergiversations, là, si on veut. Il a annoncé sa démission. Ensuite, il y a eu le déclenchement de la élections. course à la chefferie. Ah, ok. Il s'est présenté à la course à la Ah. chefferie à sa propre OK, succession. il a démissionné, Ouais. puis il est revenu avec son CV pour Ouais. avoir son poste. Ouais, quelques heures avant la fin là, Ok. des enregistrements. Oui, c'est ça. Ça Des doit inscriptions, plutôt. Et ça doit expliquer un peu aussi pourquoi on en a entendu Ben, parler c'est assez à ce point au spectaculaire, Québec. tout Ouais. ça. Ouais, Parce que normalement, on n'entend pas parler de ce genre de course-là. pas dans les- tant. Mais c'est sûr que c'est rare qu'on s'intéresse autant là, à tout ce qui s'est Et passé. là, Puis je pense... autre coup d'État, en fait, c'est ouais. une autre des raisons pourquoi on en entend parler, c'est que la personne qui a gagné, c'est quelqu'un. Ben déjà, C'est quelqu'un, là. comme vous l'avez dit, c'est Doug Ford. Mais déjà, avant ça, ils étaient quatre qui Qui voulait se battre. et- pour OK, le ça, c'est prix. des chansons de Passepartout. C'est ça. Peut-être que vous les Ils connaissez étaient pas. quatre. Quel âge que Non, moi j'ai 27 ans. C'est vrai? Là, je suis dans la brume. Là. OK, OK. qu'on Bon, a un ben, extrait? moi, Non. je connais pas Jay-Z, puis l'autre, là, mais Beyoncé, voyons, Passepartout. oui. Mais il y avait entre autres l'avocate et la fille de Caroline Mulroney. Ensuite, il Qui y était avait... vue, elle, comme une potentielle qui a gagnante? décidé ou- de se présenter. Elle est arrivée troisième, je pense. OK. Ensuite, il y a eu la militante conservatrice qu'il faut garder en tête et voir aller, le Tanya Granick-Allen, l'ex-députée Christine Elliott, qui a presque gagné, mais qui finalement a concédé la victoire à l'ex-conseiller municipal et frère de Douglas Bruce Ford Jr. Parce que le scrutin était vraiment serré, même qu'il y avait Ouais. plus de votes, en fait. C'était un peu comme l'histoire aux États-Unis avec la dernière Un élection. peu, là. ben, c'est un vote préférentiel. Donc, Un point pour le premier, 2 C'est points ça. ou l'inverse. là, mais en fait, c'est que tout le monde doit mettre le nom de son par favori. ordre de préférence. Mhm. C'est ça, de tous les candidats. Et là, après, les votes, ça y va par élimination, puis les votes sont redistribués par après. Donc, elle a eu plus de c'est pour votes. ça que ça a été long, parce que je pense C'est ça. qu'une ou 2 heures après le dépouillement, il y avait des avocats dans plein milieu Oui, de la même ils ont nuit. dû, c'était un peu loser, là, ils ont dû quitter la salle parce que la location de la salle était terminée Oh, mon avant Dieu. même de pouvoir annoncer le gagnant. Ouais. Fait que- Fait que là, il va falloir Ça partir fait le bar assemblée ferme parce que générale, c'est le là. changement d'heure en fin de semaine. C'est ça. Ça, Fait que, c'est Jep. bref, il a gagné par 0,2 Bon, des voix. très Fait que serré, c'est mais ça. elle s'est ralliée à lui. Donc, c'est qui Doug Ford? Oui. Hein? Lui, c'est C'est le un... frère de l'autre. C'est le frère de l'autre, mais mettons qu'on est tanné de dire que c'est le frère de l'autre, qu'on Ouais. veut savoir à part entière. Parce que Vous êtes si tanné c'était d'être... une femme... Est-ce que vous êtes tanné d'être la sœur de l'autre? Des fois, mais heureusement, je l'aime beaucoup. Mais bon. Ok. C'est un businessman. Il y a leur père, en fait, avait parti d'une compagnie qui s'appelle Deco Labels and Tags, qui fonctionne très, très bien. Ils ont un très grand chiffre d'affaires. Et c'est aussi un homme politique qui a été conseiller municipal aux côtés de son frère de 2000
2010 à 2014. Il a même tenté de prendre la place de son frère dans la course à la mairie à Toronto après que Rob Ford ait été hospitalisé, en fait, en 2014. Donc, est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec son frère? Il y en a quand même quelques-uns. Est-ce que je vais trop loin si je te dis on le décrit comme populiste? Exact. Populiste, impétueux, anti-establishment. Comme son frère, il veut vraiment faire une baisse des taxes pour les citoyens. Il se présente vraiment comme un représentant du peuple, ce qui est un peu parfois paradoxal parce que Souvent, c'est un ils sont riches, richissime ouais. businessman. Il est proche de la branche qui est socialement la plus conservatrice du Parti progressiste conservateur de l'Ontario. Ses partisans sont très engagés et fidèles à la Ford Nation, même qu'ils ont... Ça veut dire quoi, ça, la Ford Nation? Ouais, ben C'est- c'est vraiment trademark, l'empire, si C'est on comme les veut. Trumpistes, les Ouais, gens ben qui- c'est l'idée de la famille Ford OK. qui est partout. Ils vendent-tu des produits dérivés ou c'est... Je sais pas si ça vient de Les gens eux, ont-tu en des fait. t-shirts ou... Sans doute. Donc, OK. il y en a qui disent que Doug Ford est un peu le Trump du Canada. Bon, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y avait un article dans le Globe and Mail qui a été publié récemment qui s'appelle Doug will be Doug and that's no good. C'est Marcus Et G., ben. un journaliste municipal qui a vu pendant vraiment longtemps les frères Ford à l'œuvre là, à Toronto. Lui dit qu'il est vraiment super populiste, qu'il est très mal informé, qu'il se fout un peu de ses dossiers. Et là, c'est là où on a peut-être des petits des parallèles à faire avec Trump. Mais qui peut plaire à certaines personnes. C'est-à-dire Bien qu'il va à sûr. l'instinct. C'est quelqu'un qui... Oui, c'est ça. Puis quelqu'un qui est prêt Trop à bon toujours sens. chialer, qui est moins tourné vers les solutions, mais qui est toujours là en train de chialer contre les médias, contre les gens qui n'aiment pas, là, Puis je finalement. pense que où on peut voir un parallèle avec Trump aussi, c'est que puis c'est pas juste au Canada, c'est pas juste en Ontario, mais il y a comme une espèce de lutte à l'establishment. Exactement. Oui, oui, oui. Mais, Est-ce qu'on a des exemples de ces positions ouais. déjà? Ben oui, tout à fait. Au plan de l'éducation, par exemple, de l'éducation à la sexualité, on sait que l'Ontario a un programme très audacieux. Non, on sait pas ça. Ah, vous saviez pas. Non. OK. Donc, l'Ontario a un programme très ouvert, en fait, OK. pour l'éducation à la sexualité, qui est enseigné à partir d'un très jeune âge à l'école, où on parle vraiment de consentement sexuel, d'homoparentalité, Ce qu'on fait pas ici, moi, je suis pas de temps au courant. Ça fait longtemps que je parle à l'école. Hein. ben, il y a un projet pilote OK. qui est à Québec, qui trouvait d'ailleurs que le projet, que ce qui était L'Ontario proposé était- par l'Ontario était peut-être un peu trop audacieux. Ah oui? Ouais. Ah, Il y a- là, il y a c'est des non, c'est nos discussions. préjugés. pareil, Hein? ouais. Nos préjugés sont en train de tomber. Hein? Parce que là, c'est nous les Oui. prudes, puis l'Ontario qui est olé olé. Oui, mais tout ça pour dire que Doug Ford, lui, il veut vraiment réviser cette loi-là. Il trouve que c'est beaucoup trop audacieux. Et pour les taxes, bien évidemment, je dis évidemment parce que c'est cohérent avec ce que son frère proposait puis ce que lui appuyait quand il était conseiller municipal. Mais une baisse de taxes, aucune taxe même pour les gens qui font moins de 30 000 par année. Et il veut maintenir le salaire minimum Aucun à impôt 14 ou aucun... heures. Je pense que ça doit être une traduction. C'est plutôt C'est aucun peut-être, impôt. Hein? Oui, tout à fait. Ouais, les taxes de vente vont rester. Bon, mais... Trois raisons, Louis, pourquoi est-ce que ça nous a intéressés puis pourquoi est-ce qu'il faut Oui. continuer d'observer ça. Premièrement, ben, les élections sont dans moins de 3 mois, le 7 juin prochain. Moi, je trouve ça, j'ai juste envie de me prendre du popcorn puis de regarder Regardez ça. comment est-ce qu'ils vont faire en 3 mois pour mener cette lutte qui va être chaude, c'est sûr. Ensuite, l'Ontario, c'est quand même la province avec le plus de population au Canada. Donc, ça a un impact après. Puis on sait qu'il y a des élections fédérales qui s'en viennent aussi dans quelques temps, dans Ça peut dans jouer plusieurs mois. sur... Ça peut peut-être jouer. C'est- Oui, parce que quand le NPD avait gagné en Alberta, Ouais. on parlait justement d'un virement peut-être à cause des libéraux, puis tu sais, Ben, just- le progressiste versus le conservateur. Oui, puis Ouais. Justin Trudeau s'entend super bien avec Kathleen Wynne aussi. Ils sont vraiment dans les... ils Bon, ont les deux plus détestés ensemble, ça doit Ben, ça doit être en le tout cas. fun. Fait que c'est sûr que d'avoir un Doug Ford qui change arrive, la donne. ça changerait la donne. Troisième raison, ben ça s'inscrit vraiment dans la montée des partis conservateurs au Oui. Canada en ce moment. Jason Kenney en Alberta qui est devenu à la tête du parti qui jouit quand même d'une certaine popularité. Puis Andrew Scheer, donc plus jeune, Au en Canada. tout cas au fédéral. Donc faut regarder ça. Après la vague orange au Canada, après la vague Justin Trudeau, il y a peut-être une petite montée des Quelle conservateurs un peu couleur partout. on leur donne? Une vague Bleu. bleue? Une vague bleue, hein? Ouais. Si j'ai bien compris, la carte anti-élite plaît énormément en ce moment Absolument. aux électeurs canadiens et provinciaux. Alors, je ne serais pas surpris que les compagnies de cartes de crédit finissent par en sortir une, la Visa Masterclass pas élite. Oh! Merci, Eugénie. Maintenant, c'est le moment où je prends des articles, des nouvelles ou des déclarations que j'ai jugées louches et je les vérifie. J'appelle ça la correction de la semaine. Est-ce que les féministes se battent contre les jeux de cartes?
Bon, ça commence par un article intitulé « Un grand combat féministe », un article qui a piqué ma curiosité par le titre, évidemment, mais aussi par son auteur, dont je ne mentionnerai pas le nom, parce que s'il fallait que je commence à le mentionner à chaque fois que j'en parle ici, il serait considéré un collaborateur régulier, il faudrait y envoyer un cachet. Alors, je vous lis le début de son texte. « Ainsi, des féministes québécoises veulent changer les règles du jeu de cartes afin que le roi n'ait pas plus de valeur que la reine. Wow! Tout un combat à mener. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais quand t'es rendu à t'en prendre aux règles des jeux de société, c'est le signe que tout va bien. » Bon, ça a piqué ma curiosité parce que j'avais pas entendu parler de cette histoire de jeu de cartes-là. Est-ce que vous deux, vous avez... Oui. Je l'ai reçu, le jeu de cartes. Vous avez reçu? Ah. Mais, parce que pour être honnête, ça m'a pris beaucoup de temps de trouver de quoi il était question Mais- parce qu'il en parle pas Ben dans exact, il l'article. n'y a aucune mise en Honnêtement, contexte. je trouve que ça, c'est à la limite même pas de notoriété publique. Non, parce que moi, j'ai fait des recherches sur Google, parce que quand je suis curieux, je cherche sur Google. J'ai fait jeux de cartes et femmes, et honnêtement, j'ai eu beaucoup de photos de femmes tout nues, Oh parce que mon les jeux de Dieu. cartes de femmes sont pas Ah, très c'est égalitaires. C'est populaire, ouais. Oh là là. Et j'ai fini par trouver, après une quinzaine de minutes, effectivement, sur le site d'InfoPresse, un tout petit article comme quoi c'était un coup de publicité de l'agence LG2 qui, le 8 mars dernier, lors de la Journée de la femme, avait créé un jeu de cartes égalitaire et invitait des gens à venir jouer. Puis c'était un tout petit événement, un coup de pub le 8 mars, et ça devait en rester là à mes yeux. Il n'y avait pas de combat contre les jeux de cartes, il y avait pas de... J'ai pas vu de manifestation, personne n'est sorti dans les rues. Moi, je me dis, quand tu es rendu à faire une chronique sur un si petit événement, c'est pas signe que les féministes ne savent plus quel combat mener, c'est signe que toi, comme chroniqueur, t'as peut-être fait le tour. Alors, je lui accorde la note de E, comme un échec. Est-ce que le Québec et les Saguenayens sont consanguins? Oui, parce que si certains se posent la question, d'autres l'affirment, comme le co-animateur de Jeff Fillion, Dominique Dumas, qui déclarait le 9 mars sur Twitter: « Le Québec a un problème de consanguinité, plus particulièrement à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. » Je dois avouer que je ne connais pas beaucoup Dominique Dumas. C'est pas quelqu'un envers qui j'ai des a priori, là. C'est-à-dire que je connais pas vraiment cette personne-là, cette co-animateur-là. Ça lui enlève rien que je sache pas c'est qui. C'est juste pour dire que j'ai pas de préjugés envers lui, j'ai rien contre lui. Par contre, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est le Saguenay, parce que c'est ma région natale. Alors, est-ce qu'il y a un taux anormalement élevé de consanguinité au Saguenay? Non. En fait, selon toutes les études sur le sujet, elles sont pas très nombreuses, mais il y en a. Selon toutes les études, rien d'anormal au Saguenay. Des coefficients de consanguinité qui sont ni plus élevés ni plus bas qu'ailleurs dans les régions du Québec. En fait, ils arrivent même après Charlevoix, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Beauce, certains secteurs de Québec et en Outaouais. Et c'est vrai qu'il y a certaines maladies qui sont rattachées au Saguenay. La sclérose en plaques, par exemple, est beaucoup plus populaire au Canada qu'ailleurs dans le monde, puis on ne sait pas si c'est une raison du climat ou quoi que ce soit. Mais dans ce cas-ci, c'est un stéréotype qui a la couenne dure puis qui ne devrait pas persister. Sauf que c'est vrai que moi, ma conjointe vient du Saguenay aussi et on a passé des tests. Il faut passer pour les 4 ou les 5 grandes maladies. Mais ce qui arrive, c'est ce que j'ai lu, c'est beaucoup plus lié à un effet fondateur. Ça, c'est un peu complexe, là, mais oui, il y avait un bassin de certaines personnes au début de la colonisation du Saguenay. Après ça, il est arrivé plein de gens. On n'est pas plus consanguins qu'avant, mais il y a certains gènes qui ont resté dans la population et ça expliquerait une partie de ces maladies-là. Alors, pour avoir affirmé, sans preuve, de quoi qui peut être blessant pour certains, ben, je donne la note de D- à Dominique Dumas pour que ça fasse un triple D. C'est déjà tout pour cette semaine. Je voudrais remercier Urbania et ici Radio-Canada Première, mais surtout mes 2 collaborateurs, Eugénie Lépine-Blondeau et Xavier Breton. Tu peux m'appeler Xavier Kevin. Dolan? C'est correct. Ouais, Xavier Ça me Dolan. dérange pas. On m'a déjà dit que j'avais la voix de Xavier Dolan. Ben... Je sais pas. Peut-être pas vrai? quand je mue comme ça, mais on m'a déjà dit que j'avais la voix de Xavier Dolan. C'est pas des Faites-nous blagues. donc une scène où chialez donc contre votre mère. Ben, ce serait maman, qu'est-ce qu'on pourrait manger? J'ai faim, t'as pas fait l'épicerie cette semaine. Je sais pas. Ah, mais là, c'est parce que je récite, je joue pas On s'en comme un. reparle. Alors, merci à Eugénie Lépine-Blondeau et Kevin Breton. Voilà. Merci aux gens qui nous écoutent. Vous avez des commentaires, des critiques ou encore des déclarations que vous aimeriez que je vérifie, écrivez-moi sur ma page Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bye tout le monde. À la semaine prochaine. Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur notre application mobile et au radiocanada.ca/balado.